Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter le chapitre « Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?» Dans nos économies, le commerce international occupe une place très importante. La valeur totale des exportations de biens et services dans le monde atteint aujourd'hui 30 milliards de dollars, soit 30% du PIB mondial. Ça signifie tout simplement qu'il y a 30 milliards de dollars de biens qui sont produits dans un pays et qui est finalement vendu et consommé dans un autre pays. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 500 ans, la quasi-totalité de ce qui était produit dans un pays était consommé dans ce même pays. Mais depuis, les échanges internationaux ont beaucoup augmenté. En particulier, ils ont explosé entre l'an 1850 et 1900, puis entre 1970 et 2008. Petite précision, on dit qu'il y a un échange commercial international à chaque fois qu'un bien passe une frontière pour être vendu. Si un Espagnol achète une voiture produite en France, c'est un échange commercial international. Si un Français achète une orange produite par une entreprise espagnole, c'est aussi un échange commercial international. Tu remarqueras que lors d'un échange international, il y a toujours deux acteurs, un acheteur et un vendeur. Celui qui achète le bien est appelé l'importateur, il importe le bien. Et celui qui vend le bien est appelé l'exportateur, il exporte le bien. Les économistes ont longtemps cherché à expliquer pourquoi il y a des échanges commerciaux entre les pays. Pourquoi des Français achètent des biens et services à des entreprises allemandes, à des entreprises chinoises ou à des entreprises japonaises. Les premiers économistes ont d'abord expliqué pourquoi il y a du commerce international entre des pays qui ont des caractéristiques différentes. On va donc commencer par là. En 1817, David Ricardo, inspiré par Adam Smith, remarque la chose suivante. Les pays ne sont pas tous aussi efficaces les uns que les autres pour produire les différents biens. Les entreprises d'un pays peuvent par exemple être très efficaces pour produire des draps, ce qui fait que ça leur coûte pas cher d'en produire, mais elles peuvent en même temps avoir beaucoup de difficultés pour produire du vin. Ce qui fait que lorsqu'elles essayent d'en produire, elles réussissent, mais à un coût très élevé. Et chaque pays est plus ou moins avantagé pour produire chaque bien. C'est en partant de ce constat que David Ricardo formule la théorie des avantages comparatifs en 1817. Un pays a un avantage comparatif dans la production du bien qu'il produit le mieux par rapport aux autres pays. Ou s'il n'y en a pas, le bien qu'il produit le moins mal par rapport aux autres pays. Et la conclusion de Ricardo est que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production du bien pour lequel il a ce fameux avantage comparatif. Chaque pays a intérêt à ne produire que le bien pour lequel il a un avantage comparatif. Reprenons les exemples historiques de Ricardo pour que tu t'entraînes à repérer les avantages comparatifs d'un pays. Imaginons un monde dans lequel il n'y a que deux pays, le Portugal et l'Angleterre, qui ne produisent que deux biens, des rouleaux de drap et des barils de vin. Dans le tableau, on voit que cela coûte 80 pièces d'or aux entreprises portugaises de produire un baril de vin, alors que ça coûte plus de 120 pièces d'or aux entreprises anglaises. A l'inverse, ça coûte 90 pièces d'or aux entreprises portugaises de produire un rouleau de drap, contre seulement 70 pièces pour les entreprises anglaises. Les entreprises portugaises sont donc plus efficaces que les entreprises anglaises pour produire du vin. Le Portugal a donc un avantage dans la production de vin. Et inversement, les entreprises anglaises sont plus efficaces pour produire des draps, donc l'Angleterre a un avantage pour produire des draps. Pour Ricardo, il faut donc que le Portugal se spécialise dans la production de vin, c'est-à-dire ne se mette à produire que du vin, et que l'Angleterre se spécialise dans la production de draps. Prenons maintenant un second exemple plus complexe. Pour la production de vin, rien ne change. Le Portugal est meilleur. Mais on remarque que cette fois, que le Portugal est aussi meilleur pour produire des draps, puisqu'il faut aux entreprises portugaises seulement 90 pièces d'or pour produire un rouleau de drap, alors que pour les entreprises anglaises, ça coûte 100 pièces d'or. Le Portugal est donc largement meilleur que l'Angleterre pour produire du vin, et il est un tout petit peu meilleur que l'Angleterre pour produire des draps. Dans cette situation, quel est l'avantage comparatif de l'Angleterre? Bon, donc l'Angleterre est pas ouf dans tous les domaines. Mais là où elle est la moins inefficace, c'est lorsqu'elle produit des draps. Elle a donc un avantage comparatif dans la production de draps, et doit s'y spécialiser. Et on peut ajouter que le Portugal a un avantage comparatif dans la production de vin, puisque c'est le type de production pour lequel le Portugal est le plus efficace. Avant de passer à la suite, j'attire ton attention sur le fait que lorsqu'un pays se spécialise, ça entraîne automatiquement du commerce international.
Si le Portugal se spécialise dans la production de vin, cela signifie qu'il ne produit plus que du vin et délaisse la production de draps. Mais les Portugais ont toujours besoin de draps pour dormir, pour s'habiller, etc. Ils seront donc obligés de se tourner vers des entreprises anglaises pour acheter des draps, puisqu'ils n'en produisent plus au Portugal. Et ça, ça génère du commerce international. Maintenant que tu sais ce qu'est un avantage comparatif, tu dois comprendre d'où ils viennent. Pourquoi certains pays sont plus efficaces pour produire du vin, d'autres sont plus efficaces pour produire des draps, d'autres sont plus efficaces pour produire des voitures, etc. Et la réponse est finalement assez simple. C'est parce que les pays sont différents. Ils peuvent être différents de deux manières. Soit ils sont différents car ils ont des dotations factorielles différentes, soit ils sont différents car ils ont des dotations technologiques différentes. Les avantages comparatifs des pays peuvent venir de leur différence de dotation factorielle, c'est-à-dire de leur différence en termes de quantité de facteurs de production disponibles dans le pays. Si dans un pays il y a beaucoup de travailleurs, alors on dit que le pays a une forte dotation en facteur travail. Si dans le pays les entreprises ont beaucoup de machines, d'ordinateurs, etc., alors on dit que le pays a une forte dotation en facteur capital. Et un pays n'a pas les mêmes avantages comparatifs en fonction de s'il a une forte dotation en facteur travail ou s'il a une forte dotation en facteur capital. Pourquoi? Tout simplement parce que si un facteur de production est disponible de manière très abondante sur le territoire, alors le coût de ce facteur de production sera faible et il sera donc peu coûteux à utiliser pour les entreprises du pays. Ainsi, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans l'activité qui mobilise le facteur de production le plus abondant sur son territoire relativement à l'autre pays, car ça lui permettra de produire à moindre coût. Prenons un exemple, ça va devenir beaucoup plus clair. Imagine un monde dans lequel il n'y a que deux pays, la Chine et l'Allemagne, et qu'ils ne produisent que deux biens, des vêtements et des machines industrielles. La Chine dispose d'un grand nombre de travailleurs mais de peu de capital. Le coût d'un travailleur pour les entreprises chinoises est donc relativement faible, alors qu'à l'inverse, pour les entreprises chinoises, cela coûte cher d'acquérir du capital. Et en Allemagne, c'est l'opposé. Il y a beaucoup de capital, donc ça ne coûte pas cher aux entreprises allemandes d'acquérir du capital, tandis qu'à l'inverse, il y a relativement peu de travailleurs, donc le coût d'un travailleur est relativement élevé. Pour produire un vêtement, il faut nécessairement y consacrer de nombreuses heures de travail. Ainsi, les entreprises chinoises seront plus efficaces pour produire des vêtements, parce que le coût d'un travailleur chinois, le salaire d'un travailleur chinois est faible. La Chine peut donc produire des vêtements à bas coût. Elle a donc un avantage comparatif dans la production de vêtements. Mais pour produire une machine industrielle, il faut beaucoup de capital. Ainsi, les entreprises allemandes seront plus efficaces pour produire des machines industrielles puisque ça leur coûte pas cher d'acquérir du capital en Allemagne. L'Allemagne peut donc produire des machines industrielles à bas coût. Elle a donc un avantage comparatif dans la production des machines industrielles. Conclusion, la Chine a un avantage comparatif dans la production de vêtements et doit donc se spécialiser dans la production de vêtements. L'Allemagne a un avantage comparatif dans la production de machines industrielles et doit donc se spécialiser dans la production de machines industrielles. Imagine maintenant deux pays qui ont la même quantité de facteurs travail et de facteurs capital. Les deux pays ont les mêmes dotations factorielles. Est-ce tout de même possible qu'un pays soit plus efficace que l'autre pour produire des radars routiers, par exemple? La réponse est évidemment oui. Chaque pays peut avoir des travailleurs plus ou moins qualifiés, ou du capital plus ou moins à la pointe de la technologie. Si c'est le cas, les économistes disent alors qu'ils ont des dotations technologiques différentes. L'avantage comparatif d'un pays dans la production d'un bien peut tout à fait venir des différences de dotation technologique du pays avec l'autre pays. Un pays avec une forte dotation technologique sera plus efficace pour produire des biens complexes, comme des radars routiers par exemple. Il devra donc se spécialiser dans cette production. Alors qu'à l'inverse, un pays ayant une faible dotation technologique sera plus efficace, lui, pour produire des biens moins complexes, comme des pantalons par exemple, et devra donc se spécialiser dans cette production. La théorie des avantages comparatifs permettait de comprendre pourquoi les pays qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes dotations factorielles ou technologiques, échangent des produits entre eux. Mais les pays comparables échangent aussi des biens entre eux. Les pays qui ont grosso modo les mêmes dotations factorielles et les mêmes dotations technologiques, ils échangent aussi entre eux. Et les explications sont alors très différentes. Il y a trois explications au commerce entre pays comparables. Première explication, la différenciation des produits. Les consommateurs ont un goût pour la diversité.
Ils ne veulent pas acheter les mêmes biens que tout le monde. Ils ne veulent pas acheter un bien standard, parfaitement identique à celui acheté par leur voisin de palier. Au contraire, lorsqu'un consommateur achète un bien, il veut un bien qu'il trouve stylé, qui est à son goût, qui est différencié. On dit que deux biens sont différenciés quand ils sont identiques en termes de prix et de qualité, mais qu'ils ont des caractéristiques secondaires différentes. Une taille différente, une forme différente, une marque différente, une couleur ou un design différent, etc. Par exemple, une Polo allemande à 19 000 € et une Clio française à 18 000 € sont deux produits différenciés. Leur prix et leur qualité sont grosso modo les mêmes, mais les deux voitures n'ont pas la même forme, ne sont pas proposées dans les mêmes couleurs, ne sont pas de la même marque, etc. Et on a dit que les consommateurs, ils aiment avoir du choix parmi plein de biens différenciés. Plus ils ont de choix, plus ils sont contents. Donc les consommateurs, plutôt que de se limiter à acheter des biens produits dans leur pays, ils préfèrent avoir accès aux biens produits dans le monde entier. Tout simplement parce que ça augmente leur chance de trouver un produit à leur goût. Et ça, ça génère du commerce international. À chaque fois qu'un Français décide d'acheter une Polo allemande, parce qu'il aime bien la forme de la Polo, alors cela crée un échange commercial international entre deux pays comparables, la France et l'Allemagne. Passons à la deuxième explication du commerce entre pays comparables, la différence de qualité entre les produits. Le raisonnement est très proche. Cette fois, on postule que lorsque les consommateurs achètent un bien, ils aiment avoir le choix entre plusieurs qualités. Deux biens sont de qualités différentes lorsque tous les consommateurs sont d'accord pour dire que l'un est meilleur que l'autre. Par exemple, une voiture italienne, Alfa Romeo à 50 000 € et une Peugeot 208 française à 16 000 € se distinguent en termes de qualité. Il est clair pour tous les consommateurs que l'Alfa Romeo est une voiture de meilleure qualité que la Peugeot. Petite astuce, pour savoir quel bien est de meilleure qualité, regarde son prix. Les biens peu chers sont généralement de mauvaise qualité. Bref, et ici encore, grâce au commerce international, les consommateurs ont accès aux biens produits dans le monde entier. Ils peuvent donc trouver plus facilement un produit dont la qualité est proche de ce qu'ils souhaiteraient dans l'idéal. Et donc si on reprend notre exemple, à chaque fois qu'un Français qui cherche une voiture de bonne qualité achète une Alfa Romeo en Italie, cela crée du commerce international entre deux pays comparables, la France et l'Italie. Et enfin, troisième explication du commerce entre pays comparables, la fragmentation de la chaîne de valeur. Le commerce entre pays comparables ne concerne pas uniquement les échanges internationaux de biens finaux vendus aux ménages. Il concerne également le commerce de biens intermédiaires. Les biens intermédiaires, ce sont non pas des biens finaux, mais seulement des morceaux d'un bien qui sera finalement vendu aux ménages. Les échanges de biens intermédiaires sont liés à l'internationalisation de la chaîne de valeur, qu'on appelle aussi fragmentation de la chaîne de valeur, c'est exactement la même chose. La chaîne de valeur d'un bien, c'est l'ensemble des étapes de fabrication de ce bien. Sa conception, la fabrication de ses composantes, l'assemblage de ses composantes, la création de publicité pour le vendre, sa commercialisation, etc. Et on dit que cette chaîne de valeur est fragmentée si ces étapes sont réalisées chacune dans des pays différents. Prenons un exemple simple. Pour fabriquer un ordinateur portable, il y a plusieurs étapes à réaliser. Il faut construire un écran, il faut fabriquer une carte mère, il faut fabriquer une batterie, assembler toutes les composantes entre elles, etc. Ces étapes, elles peuvent être réalisées dans une seule et même usine située dans un pays. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ces étapes peuvent aussi être fragmentées. Elles peuvent être réalisées dans autant de pays qu'il y a d'étapes. Et dans les faits, un ordinateur est rarement construit dans un unique pays. Par exemple, la fabrication de l'écran peut être réalisée dans une usine en Inde, la fabrication de la carte mère, elle, peut être faite en Thaïlande, celle de la batterie et du clavier en Chine, puis ensuite, la carte mère, le clavier, la batterie sont envoyés dans un quatrième pays pour que toutes les composantes soient assemblées, disons aux Philippines, et enfin, une fois que l'ordinateur est assemblé, il doit être envoyé depuis les Philippines vers un dernier pays pour être vendu. Et à chaque fois qu'un composante de l'ordinateur passe d'un pays à un autre, cela crée du commerce international. Et en particulier, ça crée du commerce entre pays comparables. Et depuis les années 1970, les entreprises ont eu de plus en plus tendance à fragmenter la chaîne de valeur des biens qu'elles produisent, ce qui a considérablement augmenté le commerce international. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de ce chapitre dans une seconde vidéo. Je te remercie d'avoir suivi et à bientôt.